Berlin, avril 1945. La ville brûle, l'air est saturé de fumée, une odeur de béton pulvérisé et de métal chaud envahit les rues. Mais ce n'est pas ça le plus inquiétant. Pendant que tout le monde prie sous le ciel en feu, quelque chose disparaît sous terre. Des hommes descendent. Leurs pas résonnent sur le béton humide. Pas pour fuir, pour cacher. Des caisses, des dossiers, des objets lourds manipulés dans l'urgence, dans un silence presque total. Et dans les dernières heures du Troisième Reich, un ordre circule, murmuré, répété. Tout enterrer, tout sceller, tout faire disparaître. Même si personne ne doit jamais revenir. Parce que pendant que le monde regardait Berlin brûler, personne ne regardait ce qui disparaissait sous terre, et ce qu'ils ont laissé sous la ville n'était pas censé être retrouvé. Bienvenue sur Shadow of History, le 16 avril 1945. L'assaut final commence. Le sol tremble sous l'artillerie soviétique. 2 millions de soldats avancent vers Berlin. Une marée humaine. Une offensive menée par les maréchaux Zhukov et Konev. Les chars écrasent les débris. Des tirs éclatent à chaque coin de rue. La capitale du Reich est encerclée, condamnée. Pourtant, à l'intérieur du régime nazi, personne ne parle de reddition. Ils parlent d'autre chose. Ils parlent de ce qu'il faut faire disparaître. Dans les couloirs du pouvoir, une question circule. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, quand on sait que tout va s'effondrer? Et surtout, qu'est-ce qu'on refuse absolument de laisser aux vainqueurs? Dans les derniers jours du Reich, une activité étrange s'intensifie. Des convois circulent la nuit, sans phare, moteurs étouffés. Les ordres sont courts, secs, chargés, mais personne ne sait exactement quoi. Les portières claquent et les camions quittent les bâtiments officiels. Et ces déplacements vont devenir essentiels pour comprendre ce qui s'est réellement passé sous Berlin. Parce que contrairement à ce que l'on imagine, la fin du Troisième Reich n'a pas été chaotique partout. Dans certains secteurs, elle a été organisée, méthodique, silencieuse. Et c'est là que quelque chose d'étrange apparaît. Voici un fait rarement évoqué. Dans les derniers jours d'avril 1945, à Berlin, qui possédait un réseau massif de bunkers et tunnels construits entre 1936 et 1945, plus de 1000 structures souterraines ont été scellées définitivement. Des garages, des tunnels, des chambres techniques, des accès enterrés, et dans certains cas, des complexes entiers. À l'intérieur, des véhicules officiels du régime, des Mercedes 770K, des Horch, des Maybach, des voitures utilisées par les plus hauts dignitaires nazis. Mais la question n'est pas là. La vraie question est pourquoi les enterrer? Pourquoi ne pas fuir avec? Pourquoi ne pas les détruire? Pourquoi prendre le temps, dans une ville en train de tomber, de bétonner des accès? La réponse officielle est simple, trop simple. Ne pas laisser ces symboles tomber entre les mains des soviétiques. Mais ça n'explique pas tout, parce que certains garages ont été scellés de l'intérieur. Ce qui signifie une chose troublante, ce qu'ils contenaient devait rester inaccessible, même après leur départ. Dans la nuit du 29 au 30 avril 1945, pendant que Berlin brûle, des équipes continuent de travailler sous terre. Ils coulent du béton, ils ferment des accès, ils verrouillent des portes métalliques, ils effacent des entrées, et puis ils disparaissent. Le lendemain, Hitler est mort. Mais sous Berlin, quelque chose vient d'être enfermé. Et ce qui est dérangeant, c'est que des centaines de ces structures n'ont jamais été retrouvées. Aujourd'hui encore, sous les rues de Berlin, il existe des anomalies. Des cavités où le son se perd, des zones vides détectées par les relevés, des espaces que personne ne peut expliquer complètement. Des archéologues allemands ont confirmé leur existence, mais ils ne peuvent pas toutes les explorer. Certaines sont trop profondes, d'autres sont instables, et certaines restent volontairement fermées. Pourquoi? Parce que les voitures n'étaient peut-être qu'un écran. Et c'est là que la question devient plus inquiétante, parce que si les nazis ont pris le temps d'enterrer des objets visibles, qu'ont-ils fait des choses invisibles? Des choses bien plus dangereuses? Le Troisième Reich était une machine administrative, obsédée par le contrôle, la documentation, l'archivage, tout était enregistré, classé, stocké. Des listes, des noms, des transactions, des plans industriels, des expérimentations.
Des archives empilées dans des salles entières, des étagères jusqu'au plafond. Ces archives seront d'ailleurs utilisées plus tard lors des procès de Nuremberg. Mais en avril 1945, tout cela devient un problème gigantesque. Parce que ces documents sont des preuves de crimes, des preuves de réseau, des preuves de projets. Et certaines de ces preuves ne devaient jamais être découvertes. Alors une décision est prise, tout ne sera pas détruit, une partie sera déplacée. Des convois quittent Berlin, direction inconnue, certains vers le sud, d'autres vers l'ouest, d'autres disparaissent sans trace. Officiellement, beaucoup de documents ont été brûlés, dans les forêts, dans des installations improvisées. Mais il y a un détail qui dérange les historiens. Certains documents retrouvés après la guerre ne correspondent pas aux archives attendues. Des sections entières manquent, des projets entiers ont disparu, comme s'ils avaient été extraits, sélectionnés et cachés ailleurs. Et parmi ces opérations, l'une d'elles sort du lot, l'opération Bernard, une opération secrète, incroyablement ambitieuse, menée dans le camp de Sachsenhausen. Le but ? Déstabiliser l'économie britannique. Comment ? En produisant de faux billets, parfaits, indétectables, des millions, puis des centaines de millions. Et en 1945, ces billets deviennent inutiles, dangereux. Alors ils disparaissent. Des caisses entières sont jetées dans un lac en Autriche, le lac Toplitz, une eau sombre, immobile. Les caisses plongent et disparaissent sans un bruit. Des plongeurs récupéreront une partie des billets des années plus tard, dans les années 1950. Mais pas tout. Et c'est là que la question devient inévitable. Si ces billets ont été jetés dans un lac, où sont passés les autres contenus des convois ? Qu'y avait-il dans les caisses qui n'ont jamais été retrouvées ? Et surtout, pourquoi certaines zones restent encore aujourd'hui inexplorées ? Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour découvrir les prochains secrets du passé. Mais ce que les nazis ont tenté de faire disparaître ne se limitait pas à des documents. Ils ont aussi tenté de faire disparaître des richesses immenses. Le Troisième Reich a pillé l'Europe, systématiquement. Tableaux, sculptures, or, bijoux, objets religieux, artefacts historiques, des milliers, des dizaines de milliers. Une partie a été retrouvée, restituée, mais une autre partie n'a jamais refait surface. Et certains inventaires déclassifiés le confirment. Des milliers d'objets manquent encore, disparus, sans trace, et parmi eux, les plus mystérieux. Ceux liés à une organisation particulière, l'Ahnenerbe, une organisation créée par Himmler, officiellement scientifique, en réalité idéologique. Elle menait des expéditions pour soutenir les théories raciales nazies, mais aussi des recherches archéologiques instrumentalisées. Et pour cela, elle a parcouru le monde, la Scandinavie, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud, le Tibet, avec une expédition en 1938 dirigée par Ernst Schäfer. Et partout, elle a collecté des objets, des artefacts, des manuscrits, des reliques, mais personne ne sait exactement ce qu'ils ont ramené, parce qu'une grande partie de leurs archives a disparu en 1945. Pas détruite, disparue. Et certaines sources indiquent que ces objets ont été regroupés, centralisés, puis déplacés. Peut-être vers Berlin, peut-être sous Berlin. Et puis il y a un autre mystère, la chambre d'ambre. Un chef-d'œuvre du XVIIIe siècle offert au tsar Pierre le Grand. Des panneaux dorés, des reflets chauds, démontés, transportés, exposés à Königsberg, puis disparus en 1945, sans trace, aucun débris confirmé, aucune preuve. Certains pensent qu'elle a été cachée, dans un bunker, dans une mine, ou sous Berlin. Si c'était le cas, alors cela voudrait dire une chose, ce que les nazis ont enterré n'était pas seulement stratégique, c'était aussi inestimable. Des décennies passent, Berlin change, la guerre devient de l'histoire. Puis, en 1990, tout bascule, le mur tombe, et pour la première fois depuis 45 ans, certaines zones deviennent accessibles. Des zones sont restées figées depuis la guerre, intactes, ou presque. Très vite, les travaux commencent, construction, rénovation, et là, des découvertes inattendues,
des murs épais, anormalement épais. Des ouvriers tombent sur des structures, par hasard, des accès murés, des escaliers sans issue, des portes sans poignée. Au début, rien d'alarmant. Berlin est pleine de vestiges, mais certaines découvertes ne correspondent à aucun plan, aucune archive, aucune carte, comme si ces structures n'avaient jamais existé. Dans les années 90 et 2000, ces anomalies sont documentées. Des cavités, des réseaux, des salles scellées depuis 1945. Une découverte intrigue particulièrement. Un mur percé, derrière, une pièce. L'air y est lourd, immobile depuis des décennies, mais avec des traces sur le sol, des marques de caisses, alignées, organisées, comme si quelque chose avait été stocké là, puis retiré. Mais quand? Et par qui? Alors comment expliquer ces traces? Car ce n'est pas un cas isolé. D'autres zones montrent la même chose, des espaces conçus pour stocker, aujourd'hui vides, comme si quelqu'un était revenu après la guerre. Officiellement, aucune récupération n'a eu lieu, officiellement. Mais des témoignages racontent autre chose. Des camions la nuit, des zones bouclées, des accès interdits, des opérations soviétiques, sans trace officielle. Alors une hypothèse émerge, et si les soviétiques avaient trouvé ces cachettes? Et s'ils avaient récupéré ce que les nazis avaient enterré, sans jamais le dire, sans jamais le documenter? Mais alors, pourquoi reste-t-il encore tant de zones inexplorées? Pourquoi certaines structures sont encore scellées? Pourquoi certaines fouilles ont été stoppées? Et pourquoi certaines découvertes n'ont jamais été rendues publiques? Parce que plus on creuse, plus une idée dérange. Tout n'a peut-être pas été retrouvé. Et pire, tout n'a peut-être pas été compris. Aujourd'hui, Berlin est une ville moderne, vivante. Mais sous ses rues, le passé n'est pas terminé. Moins de 30% des structures auraient été explorées. Le reste attend. Des tunnels, des chambres scellées, des zones interdites. Et certaines ne sont pas ouvertes, par choix. Pourquoi? Parce que certaines vérités sont plus faciles à laisser enterrer. Alors aujourd'hui, une question reste. Sous Berlin, dans l'obscurité, qu'est-ce qui attend encore? Et si le vrai mystère n'était pas ce qui a été enterré, mais ce qui a été récupéré sans jamais être révélé? Selon vous, qui a réellement mis la main sur ces archives avant les Alliés? Les Soviétiques? Ou une organisation que l'histoire officielle ne mentionne jamais? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour explorer l'histoire autrement. Likez et partagez-la avec un ami passionné de mystères. Et si vous voulez aller plus loin dans les mystères interdits, la prochaine vidéo que je vous recommande est celle-ci. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À tout de suite pour une nouvelle vérité.